quand on observe en automne la nature, on voit bien que le phénomène de condensation et d'évaporation se produit tout le temps autour de nous. Quand le linge est mouillé, vous le laissez dehors, il sèche. Et pourtant, on ne va pas chauffer à 100 degrés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le changement d'état de l'eau liquide vers l'eau gazeuse ne se produit pas seulement à 100 degrés. On va essayer de comprendre ça ensemble, tranquillement, pendant la demi-heure qui vient, peut-être moins. Alors, l'image qui m'est venue hier soir, imaginons un récipient et de l'eau. On dit, et c'est juste bien sûr, c'est les conceptions d'entropie ou d'énergie thermique, que l'on doit à Clausius ou Boltzmann, que lorsqu'on envoie, qu'on permet à une énergie via la chaleur, cette fonction de transfert, d'entrer par exemple dans ce liquide, on va considérer que c'est un liquide, eh bien effectivement, si on est ici, si on est au milieu du liquide, là, eh bien on peut interpréter, et ça marche très bien, que finalement quand tu envoies de l'énergie dans ce milieu, l'énergie se transforme essentiellement dans des phénomènes vibrationnels. Donc c'est un phénomène anthropique. Oui, et c'est décrit par Clausius. L'entropie, c'est la chaleur divisée par la température, ou, du point de vue microscopique, Boltzmann, énergie thermique, nombre de molécules ou d'atomes qu'il y a là-dedans, fois leur degré de liberté, fois sa constante, 1,38, 10,23, fois la température. Oui, donc c'est deux visions qui représentent ce phénomène vibrationnel. Est-ce que vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, mais est-ce que vous avez une image de ça? Et donc la vibration se traduit par une augmentation de la température et les choses sont claires tant qu'on est là. Et maintenant, c'est la vision que j'ai eue hier soir, je me suis dit c'est peut-être comme ça qu'on pourrait expliquer les choses pour comprendre la notion d'équilibre. Imaginons que je sois je suis une des molécules de ce bain, et je vais voir à la surface, ici. Vous voyez? T'imagines, tu es au fond de l'eau, tu vois, ça vibre, mais toi tu te dis, moi j'aimerais bien voir ce qui se passe à l'interface. Parce qu'à un moment, l'eau, là, ça s'arrête. Donc tu vas voir ici, et là, il y a des phénomènes nouveaux qui se produisent. Là, tu dis, tiens, il y a de la vibration, et plus je m'approche de la surface, plus je constate un phénomène nouveau. Devinez lequel? Quelquefois, il y a des molécules, elles vont ici. Elles passent dans un autre état de la matière, à l'état de vapeur d'eau. Et ça, en thermodynamique, c'est quelque chose de différent. Ça veut dire que là, l'énergie, elle est utilisée non plus seulement pour faire vibrer les atomes et les molécules, mais cette énergie est capable de rompre des liens entre les atomes et les molécules à tel point que l'on peut changer d'état. Alors ça existe parce que nous savons qu'on peut passer de l'état liquide à l'état gazeux, c'est une expérience quotidienne, mais nous savons même que, en réalité, on peut passer de l'état solide à l'état gazeux directement. Alors, pour la plupart des substances solides autour de nous, ces phénomènes sont extrêmement faibles, mais sachez qu'ils ne sont pas nuls. Même un morceau d'acier ici, il y a quelques atomes d'acier qui, quelquefois, passent à l'état de vapeur d'acier. Très peu, donc c'est pratiquement pas mesurable, mais peut-être que si on laissait l'acier ici pendant 2 ou 3 milliards d'années, et qu'on revient voir, il n'y aura plus d'acier. C'est-à-dire que les phénomènes de sublimation existent, et ils sont décrits en thermodynamique de manière précise. Donc voilà, il se passe ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la surface, là, il y a quelque chose de nouveau qui se produit, il y a un changement de phase.
Et pour représenter ce changement de phase, eh bien, on introduit une nouvelle énergie. Ça s'appelle l'enthalpie de transformation de l'état liquide vers l'état gazeux. Et on connaît de manière précise ces enthalpies de changement d'état. Il y a donc un équilibre qui s'établit ici. Et si vous êtes dans une enceinte fermée, eh bien, à une température donnée, par exemple à T égale 20 degrés Celsius, on constate qu'il y a un équilibre qui va s'installer entre l'eau liquide et donc, ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante des molécules d'eau gazeuse. Cet équilibre donc, est stable, un équilibre, et à 20 degrés, on constate que la pression saturante vaut, je ne connais pas ces valeurs par cœur, 0,023 atmosphères. Oui ? Donc, dès que vous atteignez la pression partielle, hein, là il y a un peu d'air, l'air plus l'eau, on décrit les deux dans la théorie des gaz parfaits. Pression partielle, ça vous comprenez. La pression partielle de l'eau à l'état vapeur atteint 0,023. Alors, eh bien, il y a des petites molécules d'eau qui repassent à l'état liquide et des molécules liquides qui repassent à l'état gazeux. Et il y a un équilibre qui s'établit. Écoutez bien, parce que c'est comme ça qu'on va décrire tous les équilibres dans la suite de ce cours. Les équilibres chimiques, les équilibres d'oxydoréduction, les équilibres acido-basiques, les équilibres de précipitation, de complexation, etc. C'est notre base de compréhension, parce que nous, on essaie de s'appuyer sur des conceptions thermodynamiques, oui, pour comprendre ce qu'est un équilibre. Maintenant, on constate quoi ? On constate, et c'est assez logique, que lorsque l'on augmente la température, donc maintenant, là, à 20 degrés, hein, on stabilise la température, on reste à 20 degrés. Maintenant, hop, vous rallumez votre réchaud à gaz, vous renvoyez des calories. Ici, il y a un phénomène anthropique, pas de problème, c'est parfaitement décrit par Q égale N Cp delta T. D'accord ? La température va augmenter d'autant que j'introduis une quantité de chaleur dans mon eau, hein, et ça va dépendre bien sûr du Cp. Et le Cp, comme je vous l'ai dit, dépend de la nature de la matière. Pour l'eau liquide, le Cp vaut à peu près 75, sauf erreur de ma part, je le préciserai, j'écrirai la valeur ici dans la vidéo, à peu près 75 joules par mol et par Kelvin, ce qui est une valeur importante. Si vous regardez le diamant, hein, ou le graphite, ça doit être aux alentours de 6, donc c'est 10 fois moins. Et c'est normal, parce qu'en fait, dans l'eau, il y a plus de degrés de liberté, vous voyez, il y a les liaisons hydrogènes capables d'absorber les phénomènes vibratoires. La température augmente, ici on sait bien décrire, et encore une fois, je vais voir en surface. Eh bien, comme les molécules sont plus agitées, on se doute bien, vous voyez, qu'il y a plus de molécules qui vont passer à l'état vapeur. Si vos atomes et vos molécules sont plus agités, vous comprenez bien que la quantité d'atomes et de molécules qui passent à l'état vapeur va être plus importante. Et effectivement, on constate à 50 degrés, la pression de vapeur saturante, cette pression qui est en équilibre avec l'eau liquide, est de 0,121 atmosphères. Je n'ai pas vérifié dans 10 sources différentes la valeur ici. Hein. Donc ces valeurs, ne les prenez pas pour argent comptant, mais je pense que l'ordre de grandeur doit être correct, je pense. Imaginons qu'on soit toujours dans un système fermé, genre une cocotte minute. Vous voyez ce que c'est ? C'est les trucs qu'on a dans la cuisine. Bien. Vous continuez à chauffer votre eau et vous arrivez à 100 degrés Celsius. Oui. Et à 100 degrés Celsius, hein, là, c'est habituellement la température d'ébullition de l'eau. Oui. Effectivement, quand on regarde les pressions de vapeur saturante, hein, de cette eau-là, vous savez, l'équilibre,
à 100 degrés, devinez quoi? La pression de vapeur saturante, c'est 1 atmosphère. Oui. Si maintenant vous enlevez le couvercle ici, oui, ce qu'il est important de comprendre, c'est que à notre altitude, ici à Strasbourg, la pression de vapeur saturante d'1 atmosphère, eh bien, ça sera une limite. Parce qu'au-dessus, c'est la pression atmosphérique. Donc, si ici, vous générez une pression supérieure à 1 atmosphère, c'est-à-dire en voulant augmenter la température, vous voyez bien que eh bien, la pression supplémentaire va partir. Oui, parce que là, au-dessus, c'est 1 atmosphère. Donc, ça veut dire que la pression là, maximale que vous pouvez atteindre à notre altitude, c'est bien 1 atmosphère. Et ici, on peut considérer qu'il n'y a que pratiquement de la vapeur d'eau. Mais au-dessus, bien sûr, il y a des molécules d'air, oui, de plus en plus. Mais nous savons que la pression ici, quand c'est ouvert, c'est 1 atmosphère. Donc ça veut dire que ça, c'est une limite. On ne peut pas dépasser, dans une casserole ouverte, la pression de 1 atmosphère. Vous comprenez pourquoi? Parce que si on veut l'augmenter, hop, elle se dissipe, et donc, elle est liée, elle est limitée par la pression atmosphérique. Vous me suivez? Et ça, c'est la raison pour laquelle, quand nous chauffons de l'eau pour cuire nos pâtes le soir, eh bien, quand on arrive à 100 degrés, on constate que, eh bien, la température n'augmente plus. Pourquoi? Parce que vous avez atteint la pression de vapeur saturante d'1 atmosphère. Et les deux choses sont contraintes. Et on va le voir tout à l'heure, que c'est bien expliqué sur les diagrammes pression-température, que je vais redessiner tout à l'heure. Donc, à cette température, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les molécules d'eau là, qui passent à l'état vapeur, elles s'en vont dans la cuisine. Oui. Et qu'est-ce qu'on voit? L'eau liquide diminue, diminue, diminue. Et à un moment, il n'y a plus d'eau liquide dans la casserole. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est parce que la pression est limitée à 1 atmosphère dans notre cuisine, ce phénomène que l'on peut appeler à ce moment-là enthalpique, mais on va voir, il y a une augmentation d'entropie quand même, bien sûr, il se fait à température constante. Oui. La température reste à 100 degrés. On peut l'interpréter comme toute l'énergie maintenant que j'apporte à mon système sert à transformer l'eau liquide en vapeur d'eau. Donc à rompre, vous voyez, les liaisons. Mais bien sûr, cette rupture de liaison est liée bien sûr à l'énergie thermique. Et en même temps, vous avez l'entropie du liquide qui devient l'entropie gazeuse. Donc l'entropie augmente. Et grâce à Clausius, on sait que finalement la variation d'entropie à cette température précise, donc ici 100 degrés, eh bien c'est la variation d'enthalpie, on l'appelle comme ça, qui est, on l'appelle l'enthalpie de changement d'état, de vaporisation. Dans le temps, on appelait ça la chaleur latente de vaporisation. C'est comme si toute l'énergie servait à rompre les liaisons entre les atomes et les molécules. Ceci se fait à une température constante, et bien sûr, ça entraîne évidemment une augmentation de l'entropie, puisque l'entropie mesure l'état de désordre de la matière. Le désordre dans l'état gazeux est bien plus important que le désordre dans l'état liquide. OK? Donc vous voyez bien que à partir d'un phénomène vibrationnel purement anthropique, eh bien, on transforme la matière et on peut même calculer, bien sûr, la variation d'entropie à une température fixe lorsque la pression est fixée, et la pression est fixée habituellement chez nous par la pression atmosphérique. On imagine maintenant que vous fermez ça. Alors vous savez qu'il y a un système, pour pas que ça fasse une bombe, il y a une soupape de sécurité sur les cocottes minutes, mais au début c'est fermé, c'est étanche. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Vous augmentez la température de votre eau, et donc nécessairement de la phase vapeur qui est au-dessus de l'eau. Il y a de l'air, bien évidemment, et des molécules d'eau. Vous comprenez, au-dessus de l'eau, il y a un mélange.
Mais si c'est fermé, eh bien, à cause de PV égale NRT, ça vous dit quelque chose? Oui. Le volume est contraint dans une cocotte minute. Hein. La cocotte minute, elle ne gonfle pas quand vous la mettez sur le feu. Vous avez déjà remarqué ça. Si ça gonfle, je vous conseille vite de partir. Hein. Là, ça va exploser. Donc, normalement, le volume reste constant. Le nombre de moles reste constant. Oui. Et donc, si vous augmentez la température, PV égale NRT, la pression augmente. Oui. Donc, une cocotte minute, on le fait exprès. Ça veut dire que cette fois-ci, la pression au-dessus de la vapeur d'eau sera supérieure à une atmosphère, 1,2, 1,3. Et donc, on constate expérimentalement que lorsque la température, la pression cette fois-ci, lorsqu'on joue sur la pression par exemple, hein, là je donne une valeur totalement inventée par moi, hein, d'accord? Donc, à voir. Imaginons que la pression augmente à 1,2 atmosphères grâce à PV égale NRT, vous me suivez? Alors, la température de l'équilibre de vaporisation, donc liquide vers le gaz, augmente elle aussi. Et ça veut dire qu'à la fois votre eau liquide et votre vapeur d'eau, avec les molécules d'air, tout là est à 120 degrés. Et à 120 degrés, eh bien les carottes, elles cuisent plus vite. Est-ce que vous comprenez cet exemple? L'autre, bien sûr, exemple, c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Hier, il a plu, oui, il y avait de l'eau au sol. Quelques heures plus tard, il n'y avait plus d'eau sur le sol. Vous avez remarqué ça? Mais c'est important, c'est de la thermodynamique concrète. Pourquoi? On n'a pas eu besoin de bouillir l'eau pour qu'elle s'évapore, vous êtes d'accord? Et pourtant, elle est partie. Pourquoi? Eh bien, on a vu, par exemple, à 20 degrés, la pression de vapeur saturante pour que l'eau ne s'évapore pas, c'est ça que ça veut dire. Hein. Il faut qu'il y ait, en pression partielle d'eau au-dessus de l'eau liquide, 0,023 atmosphères d'eau gazeuse. Vous voyez? Mais quand vous avez du vent, vous voyez, quand vous avez un peu de soleil, eh bien souvent, vous êtes à des pressions qui sont inférieures en eau à 0,023. Alors, que fait le système? Il dit, l'eau à 20 degrés, hein. Là, à la surface, vous savez, vous êtes allé voir, là, avec votre masque de plongée. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici, à la surface? Eh bien, il manque de la pression ici. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, l'eau liquide? Elle dit, je vais transformer certaines molécules liquides en gaz, parce que moi, je veux aller à 0,023 atmosphères. Mais dès qu'elle fait ça, la molécule, là, elle se sauve. Elle part, d'accord? Donc, toi, tu regardes, tu dis, il manque de nouveau de la pression. Alors, je refais une molécule gazeuse. Et la molécule gazeuse s'en va. Ça, c'est le phénomène d'évaporation à température inférieure à 100 degrés. Vous voyez? Le but de l'eau liquide et de la vapeur d'eau, c'est d'atteindre ces valeurs thermodynamiques qui sont des valeurs d'équilibre. Et tant que la pression est inférieure à 0,023 atmosphères, eh bien l'eau s'évapore. C'est pour ça que, par exemple, que le linge, je ne sais pas si vous faites votre linge encore, j'espère, certains en tout cas, il sèche plus vite lorsqu'il y a du vent à l'extérieur, vous voyez? En été, il fait un peu plus chaud, bon 50 degrés c'est un peu exagéré, mais 30 degrés, vous comprenez que la pression sera supérieure, et donc, si en plus il y a du vent, eh bien les molécules d'eau s'en vont, et donc le linge mouillé où il y a de l'eau liquide, il veut aller vers l'équilibre, et donc l'eau liquide se transforme en vapeur d'eau, et très vite votre linge devient sec. Donc c'est une notion importante pour vous en biologie, de comprendre que les équilibres de changement d'état ne se produisent pas seulement à la température de fusion ou d'ébullition qu'on vous donne habituellement. Ces températures de fusion ou d'ébullition vous sont données dans le domaine de la pression atmosphérique habituellement. Vous voyez, effectivement, l'eau solide, la glace, a tendance à fondre et se transformer en eau liquide à 0 degré, mais parce que nous sommes sous une pression de 1 atmosphère. Oui. Et l'eau liquide bout et se transforme rapidement en eau gazeuse à 100 degrés parce qu'il y a une limite de 1 atmosphère qu'on ne peut pas dépasser ici. Ce sont des phénomènes thermodynamiques
qui explique de nombreux phénomènes de la vie de tous les jours. Et le matin, comme ce matin, vous voyez, il y avait, bien sûr, il y a toujours la vapeur d'eau, hein, c'est même ici, hein, oui. Mais cette vapeur d'eau reste sous forme vapeur. Mais si on augmente la quantité ici de vapeur d'eau, par exemple par notre respiration, au bout d'un moment, vous savez qu'on va voir sur les parties les plus froides de cet amphithéâtre, en particulier les parties métalliques, eh bien, de la condensation. Oui, vous avez déjà vu ça. Même chez nous, c'est comme ça. Hein. Si vous prenez une douche un peu chaude dans votre salle de bain, beaucoup de vapeur d'eau, et au bout d'un moment, ça condense sur le miroir. Et vous ne voyez plus. Il y a des micro-gouttelettes qui se sont formées. Et donc, vous avez atteint la pression de vapeur saturante, et donc vous reformez l'équilibre, et c'est l'équilibre vapeur vers le liquide. Et donc, vous créez des gouttelettes d'eau.